Bien, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette masterclass sur le thème Développer une entreprise inclusive en intégrant les publics fragiles au sein de ses équipes. On va démarrer avec la présentation de nos deux intervenantes. Donc, je vous présente Cathy Rouy qui travaille sur l'innovation sociale dans le groupe d'assurance Malakoff Humanis, et Pascal Guillot, qui est directrice générale de Nouvelle Attitude. Et Nouvelle Attitude est une entreprise d'insertion qui fait partie du groupe La Poste. Donc, je vais proposer d'abord aux deux intervenantes de se présenter. Et j'ai deux questions à vous poser chacune. D'abord, si vous pouvez présenter l'une après l'autre votre organisation que vous représentez. Et également, en quoi l'objectif qui est de développer une entreprise inclusive est importante à la fois pour votre organisation et aussi pour vous personnellement. Cathy, je te laisse commencer. Merci. Donc bonjour à tous, à toutes et à tous, c'est mieux. Donc moi, je suis Cathy Rouy, je suis en charge des innovations sociales côté assurance, je vais y venir juste après, au sein du groupe Malakoff Humanis. Donc le groupe Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale, pour ceux qui l'ignoreraient, parce que ça reste parfois un peu complexe d'abord. C'est une entreprise qui est à la fois une mutuelle d'assurance et un organisme de gestion des retraites complémentaires. Donc on a deux métiers qui nous amènent du coup à avoir un vrai intérêt pour le sujet dont on parle aujourd'hui, et j'expliquerai après pourquoi. Donc ce groupe Malakoff Humanis, c'est le leader de la protection sociale, en tout cas c'est comme ça qu'on le décrit, avec 12 000 collaborateurs et plus de 10 millions d'assurés. Un métier assez spécifique avec un prisme qui nous est propre, c'est-à-dire qu'on s'adresse essentiellement à l'entreprise. Et ça aura là aussi un impact et une influence dans notre action dans le domaine de l'entreprise inclusive. J'aurai l'occasion de le détailler après. Donc on a notre rôle en tant qu'employeur, grand groupe en France, et puis on a notre rôle vis-à-vis de nos clients, entreprises, et de les accompagner sur ce volet-là de l'inclusion des publics fragiles. Donc c'est une double dimension qui est importante à avoir en tête dans ce qu'on abordera plus tard. Pour ma part, pourquoi c'est un élément qui m'intéresse et me touche plus particulièrement, j'œuvre dans l'innovation sociale depuis le début de mon parcours professionnel, autrefois dans le domaine des fondations d'entreprise, et puis j'ai eu envie d'avoir un lien un peu plus proche avec le cœur d'activité des grands groupes, et de voir comment on pouvait mettre de l'impact social dans des entreprises comme les mutuelles d'assurance ou les groupes de protection sociale. Et c'est comme ça que je suis arrivée à un métier d'innovation sociale dans le domaine des services, et plus particulièrement les services fragilité. Ça suffit ? C'est parfait. Merci. Merci Cathy. Pascal, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc Pascal Guillot, moi je suis directrice générale de Nouvelle Attitude depuis 5 ans. Nouvelle Attitude, c'est une entreprise qui existe depuis un peu plus de 10 ans et qui a croisé le chemin de la Poste en 2011. À cette époque-là, la Poste se posait des questions sur ses premiers projets de diversification. Vous imaginez, il y a à peu près 10 ans, à la Poste, on parlait beaucoup de courrier, principalement que du courrier, et parler d'autres choses, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, mais voilà, pour se resituer dans le contexte. À l'époque, donc, la Poste se posait la question de savoir comment optimiser notamment les tournées de distribution. Vous savez que tous les matins, le facteur distribue le courrier dans les entreprises, vide son véhicule au fur et à mesure de sa tournée. Et à cette époque-là, donc, on s'est posé la question de savoir quel nouveau service on peut proposer aux entreprises pour, cette fois, collecter autre chose et revenir dans le site postal avec un nouveau produit. De là est né le projet Rosigo, avec l'offre Rosigo qui est sortie en 2012 et qui proposait aux entreprises, plutôt petites et moyennes entreprises, de venir chercher leur papier de bureau usagé dans l'objectif de le recycler en France. Donc, vous voyez le rapprochement d'une entreprise d'insertion avec des valeurs, là aussi, d'écologie, de non-gaspillage, de récupération et de recyclage. Donc, l'offre Rosigo est née en 2012. Depuis, la Poste s'est rapprochée de Suez pour élargir encore sa gamme en créant une JV qui s'appelle Rosigo SAS et qui permet
de collecter la totalité des déchets de bureau, hein, les 5 flux, et puis d'élargir la gamme aux plus grandes entreprises. L'offre s'appuie sur la logistique de la Poste et sur la logistique de Suez, logistique de collecte, et sur le savoir-faire de Nouvelle Attitude pour trier et valoriser la matière. Alors, qu'est-ce qui, vous, à titre personnel, voilà. effectivement, vous faites que vous êtes vraiment impliqué sur ces sujets d'inclusion aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'il est tout à fait possible de conjuguer avec les acteurs économiques aujourd'hui pour une meilleure alliance entre l'efficacité sociale et la performance économique. Et c'est ce qu'on a démontré finalement avec Nouvelle Attitude depuis 10 ans. On a démarré tout doucement. Et puis aujourd'hui, Nouvelle Attitude, donc c'est 6 sites. On couvre la France puisque les papiers de bureau sont collectés dans toutes les entreprises de France. Nous avons 6 sites, 120 personnes. Et aujourd'hui, à peu près la moitié de nos effectifs qui sont des effectifs d'insertion. J'ai l'habitude de dire que Nouvelle Attitude repose sur 2 pieds. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons 2 métiers. Nous avons un métier de production, comme dans n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, c'est du traitement et du tri de matières pour les valoriser, pour les recycler. Et puis un deuxième métier tout aussi important, qui est le métier de l'inclusion, d'intégration de personnes en difficulté pour retrouver un emploi. J'ai du mal à vous dire quel est le plus important. Les deux se nourrissent et le tout fonctionne bien. C'est-à-dire que je suis persuadée, à titre personnel, que l'on peut être à la fois performant dans les 2 domaines. Merci Pascal. Merci à vous deux pour cette présentation, pour effectivement comprendre quelle organisation vous représentez et aussi qui vous êtes et votre implication dans ce sujet. Maintenant, on va vous demander effectivement dans l'intention de cette masterclass qui est vraiment être dans le plus possible dans le concret. L'objectif, c'est que finalement, vous qui assistez à cette masterclass, c'est que vous puissiez dire demain si vous souhaitez mettre en place des mesures qui soient plus inclusives dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez, que vous puissiez en fait déjà repartir de cette masterclass avec des idées ou des choses concrètes à faire en fait. Donc l'objectif c'est pas d'avoir un débat théorique sur ce qu'est l'inclusion, mais vraiment du partage d'apprentissage et du partage d'expérience. Du coup, je vais vous inviter l'une après l'autre justement à nous partager, on va dire, vos apprentissages. C'est-à-dire si vous aviez 3 apprentissages clés à nous partager sur, alors effectivement, ça peut être quelles sont les mesures que vous avez mises en place, comment vous avez choisi votre définition de ce qu'est l'inclusion, quel type d'indicateurs vous avez décidé de suivre et comment vous les suivez. Ça peut être aussi les difficultés concrètes auxquelles vous avez été confrontés et qu'est-ce que vous avez pu faire en tout cas pour les surmonter et avancer sur ces sujets. Cathy, tu es OK pour commencer? Oui, merci. Je suis OK pour commencer. Attends, excuse-moi. Ouais. Et du coup, effectivement, n'hésitez pas, en même temps que les intervenantes, effectivement, partagent leur apprentissage, à poser déjà vos questions sur Klaxoon. Voilà, si vous avez, pour éviter que ça vous sorte de l'esprit. Et vous pouvez également, excuse-moi, j'ai oublié une petite précision, sur les questions, comme lors de la plénière tout à l'heure, vous pouvez aussi voir les questions qui sont au fur et à mesure et voter pour les questions aussi qui sont les plus pertinentes, parce que je ne suis pas sûr, s'il y a beaucoup de questions, qu'on puisse toutes les traiter. Et du coup, si vous votez sur les questions effectivement que vous préférez, eh ben, on commencera par le haut effectivement du classement pour y répondre. Voilà. À toi, Cathy. Merci. Peut-être pour commencer, juste dire comment on est arrivé là, puisque comme je le disais, les COF Humanis, assureurs et groupes de protection sociale, quel chemin en fait on a fait pour se dire qu'on avait un rôle à jouer sur ce sujet en tant qu'employeur, mais également donc vis-à-vis de nos entreprises clientes qui sont elles-mêmes employeuses ou employeurs. Peut-être rappeler que du coup on est passé d'une logique où en fait on assurait avec des garanties d'assurance santé, hein, nous notre métier est notamment celui-là, et puis on s'est très vite dit en fait finalement comment on peut être plus utile encore à toutes ces entreprises auprès desquelles on est en contact quotidiennement, au-delà d'un produit d'assurance. Et finalement, ce qui nous a réunis et ce qui a recentré et enrichi notre action, c'était de se dire, en fait, on a un rôle à jouer sur ce qu'on a appelé, nous, la protection du capital humain. Donc, comment on aide une entreprise à prendre soin du capital humain. Le capital, ça peut être un mot qui est pris négativement ou positivement, mais dans notre bouche, il est très positif.
puisque c'est la ressource, la richesse première de l'entreprise, qui est l'humain qui travaille pour elle. Et donc c'est comme ça qu'on est venu à aller sur des sujets de prévention santé. Et puis sur la prévention santé, ça ne suffisait pas, parce que très vite on se rend compte que quand on s'intéresse à l'humain, l'humain c'est aussi des moments de fragilité dans une vie. Il y a des moments où on va bien, il y a des moments où on va pas bien. Et donc quand on doit accompagner, quand on veut accompagner l'humain dans une entreprise, on doit aussi s'intéresser à ce qui peut constituer chez lui des moments de fragilité, voire des fragilités durables. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à devenir acteur du sujet. Si on rentre dans le concret, sur cette notion d'inclusion de public fragile, comment on a fait pour définir quel type de fragilité on allait traiter et on allait proposer à nos entreprises clientes de traiter. Il y a évidemment, premier aspect, qui est un peu le réglementaire. Quand on pense inclusion, public fragile, très vite on nous parle handicap. On vient de le faire, on vient de dire que c'était dans le référentiel qui avait été défini, oui, et notamment parce que c'est réglementé et que les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'agir sur ce domaine-là. Donc on l'a intégré de différentes manières, en tant qu'employeur bien sûr, en mettant en place différentes actions autour du handicap, en s'attachant aussi à regarder de plus près ce que ça voulait dire handicap. Derrière handicap, il y a des réalités très différentes. Il y a plus de 80% des formes de handicap qui sont invisibles et qui notamment touchent aux problématiques de santé mentale. Donc s'éloigner aussi peut-être des caricatures ou des choses évidentes pour pouvoir agir sur toutes les situations. Quand on parle handicap, on pense moins aussi au fait d'être dans une situation de reconnaissance de travailleur handicapé après maladie. Et c'est aussi des choses qu'on a intégrées. Donc, premier élément d'apprentissage, regarder de près ce qu'on entend par fragilité, par public fragile, et voir jusqu'où, en tant qu'entreprise, acteur, public ou privé, peu importe, on a envie d'agir en termes d'inclusion. On est donc allé plus loin que le handicap, même si on est déjà content de ce qu'on fait. Je rappelle, le taux d'obligation est à 6%, on est à 7,17. C'est ma contribution aux critères impact. Mais au-delà de ça, et ça on n'est pas capable de le mesurer aujourd'hui, je pense que ça fait partie des axes de progrès sur lesquels on doit agir. On est allé regarder au-delà du réglementaire ce qui pouvait constituer, comme je le disais tout à l'heure, des moments de fragilité. Et ce qui avait un impact fort dans l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle et dans l'entreprise, parce que ça restait un prisme important pour nous. On arrive à des sujets et des tendances sociétales fortes et qui sont loin d'être dans des sujets de niche, probablement des thèmes que vous connaissez, et si vous ne les connaissez pas, on va en parler aujourd'hui. On accompagne les aidants. Les aidants, le fait d'aider un proche qui soit en situation de handicap ou de dépendance, c'est aujourd'hui 1 salarié sur 5 en entreprise. 1 salarié sur 5, c'est pas une niche, c'est pas un sous-sujet, c'est forcément un élément qu'un employeur doit prendre en compte. Donc les aidants, évidemment, on l'a retenu, 1 sur 5 aujourd'hui, dans 10 ans ce sera 1 sur 4. On est sur une problématique de fond. Donc c'est comme ça qu'on a retenu ce sujet-là, en se disant qu'on ne pouvait pas l'ignorer, ni nous, ni les employeurs de France et de Navarre. On a regardé aussi du côté de l'impact, comme je le disais, de la santé ou des maladies sur l'entreprise, et on a très vite, sans rien révolutionner, retenu le cancer. Même chose, je donne quelques chiffres parce que c'est les chiffres aussi qui permettent de bien situer la hauteur des problématiques. Sur 1000 personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer par jour, il y en a 400 qui sont salariés. Donc, même chose, quand on parle à un employeur, forcément, ça fait un peu effet choc et on se dit que passer à l'action est presque indispensable. Et puis on continue dans cette définition des publics fragiles et l'inclusion des publics fragiles. On s'intéresse maintenant par exemple à la parentalité. Un parent en entreprise, dans quelle situation peut-il être vraiment en vulnérabilité et qu'est-ce qu'on a accompagné? On pense notamment aux parents solos. On sait que la monoparentalité, c'est un facteur de surexposition, notamment des difficultés financières et des risques d'isolement.
Donc premier apprentissage, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de fragilité et qu'est-ce qu'on va embarquer en tant qu'acteur et employeur. Aujourd'hui, ça, on n'est pas capable de mesurer. Malakoff Humanis, en tant qu'employeur, a mis en place des actions sur les aidants et sur le cancer, mais sans avoir aujourd'hui un indicateur, et c'est ce qu'on voudrait travailler, aller plus loin sur un indicateur, au-delà de combien de personnes en situation de handicap on emploie. Le deuxième apprentissage, c'est comment on manage tout ça. En fait, on est sur des sujets, quand on parle de fragilité, de public fragile, qui sont à la rencontre de la vie perso et du pro. Il y a sûrement plein de sujets difficiles en entreprise, mais alors celui-là, il l'est vraiment. Parce que quand on cherche à prendre en compte la situation et puis à mobiliser des acteurs de proximité en entreprise pour faciliter l'inclusion, on se retrouve face à des peurs de toutes parts. La peur de celui qui est concerné d'en parler, et puis la peur notamment des managers de ne pas savoir comment gérer la situation. Donc le deuxième apprentissage pour favoriser l'inclusion de publics fragiles, ça a été de se dire il faut qu'on mobilise toutes les parties prenantes dans une entreprise qui vont avoir un rôle à jouer et qui vont faire en sorte que le dialogue s'installe et qu'il soit plus facile d'en parler à tous les niveaux. Qu'il s'agisse d'une fragilité temporaire ou d'une fragilité durable, comme ça peut être le cas dans certaines formes de handicap, on doit pouvoir outiller et aider tous les acteurs qui peuvent contribuer à ce sujet-là. Ça veut dire que derrière, on a mis en place des formations, par exemple, pour les managers, pour comprendre ce que c'est être un aidant. On a réalisé des web-séries avec des salariés qui ont été touchés par le cancer pour qu'ils aident à dédramatiser, puis à faire tomber un peu les tabous sur ce sujet-là, ou les représentations. Donc on mobilise de la manière la plus participative possible toutes les parties prenantes de l'entreprise pour qu'elles se saisissent du sujet, qu'elles se sentent légitimes à agir et outillées. Donc ça, c'est vraiment le deuxième enseignement, c'est comment on la manage, cette fragilité et cette inclusion des publics fragiles. Quand on dit partie prenante, on va jusqu'à, quand les entreprises sont assez grandes pour ça, la médecine du travail, des psychologues sur place s'il y en a, voilà, tous ceux qui peuvent contribuer au sujet. Le dernier apprentissage, et puis après je vais laisser ma collègue parler, ça a été celui de rien faire seul. En fait, on part vraiment du principe que sur ce sujet de l'inclusion des publics fragiles, on a tout à apprendre des autres. On est loin de se suffire à soi-même en tant qu'acteur, quand bien même on serait comme on l'est nous dans le domaine de la santé, dans le domaine de la protection sociale. Et puis surtout, on est loin, et on n'a pas vocation à l'être, d'avoir le savoir-faire que d'autres ont. Et donc, on développe et on travaille avec tout un réseau de partenaires de l'économie sociale, de l'entrepreneuriat social, mais bien au-delà de ça, pour pouvoir être en capacité de mobiliser toutes les solutions pour favoriser cette inclusion des publics fragiles. Par exemple, dans le domaine du handicap des jeunes, on travaille avec les apprentis d'Auteuil pour que chaque année, on puisse insérer dans l'entreprise des jeunes en situation de handicap en tant que stagiaires et, quand c'est possible, aller jusqu'à les recruter définitivement. On travaille avec une asso qui s'appelle Cancer at Work sur le cancer, et c'est elle qui nous aide à sensibiliser les managers de notre entreprise en tant qu'employeur, mais aussi de nos clients. Donc, on démultiplie l'impact. Donc ça, c'est le troisième apprentissage. Ne pas faire seul sur ces sujets d'inclusion des publics fragiles, parce qu'on a tout à gagner à faire à plusieurs. Merci beaucoup Cathy pour ces 3 apprentissages. Vraiment, Bravo. C'était passionnant. Super intéressant. Et du coup, je vais passer la parole à Pascal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des visions très complémentaires, puisque vous avez compris, Cathy travaille beaucoup sur le public fragile, très peu sur l'inclusion, et Pascal, en fait, travaille beaucoup sur l'inclusion. Donc, comme ça, on a une vision très large du sujet. Et sur l'insertion. Voilà, pardon. Et du coup, c'est à toi, Pascal. Je te remercie. Donc nous, je vous le disais tout à l'heure, on a démarré il y a un peu plus de 10 ans. À l'époque, c'était une entreprise avec quelques salariés. Donc c'est aussi la politique des petits pas, d'apprentissage, de travailler avec des entreprises qui ont déjà cette expérience.
de travailler avec des organisations ou des fédérations comme la Fédération des entreprises d'insertion qui sont là aussi pour conseiller, pour guider dans la démarche. Donc aujourd'hui, nous, je vous disais tout à l'heure, on a 2 pieds. On a aussi 2 organisations qui nous permettent d'arriver à nos résultats. On a un management classique, bien sûr, qui permet de piloter les équipes de production. Et puis, on a une équipe qui est de chargés d'insertion professionnelle, donc qui viennent accompagner les salariés dans leur parcours d'insertion. Donc, un salarié, il a un patron au niveau de la production, et puis il a quelqu'un qui l'accompagne dans sa démarche, qui ne fait pas sa place, mais qui va être son guide tout au long de son parcours. En 2019, chez Nouvelle Attitude, nous avons environ 8 personnes sur 10 ont quitté l'entreprise avec principalement une solution d'emploi et sinon une formation qualifiante. Donc, ce qui est un peu l'objectif que j'ai et que je fixe à mes équipes, qui est de dire que quelqu'un qui rentre chez nous doit partir avec une solution. Ce qui veut dire aussi que quand on sélectionne une personne qui va rentrer chez Nouvelle Attitude, on sélectionne sur sa motivation à s'en sortir. Elle n'a pas forcément un projet, elle n'a pas forcément un projet professionnel, elle ne sait pas forcément là où elle veut aller, mais en tout cas, elle a la niaque pour s'en sortir. Le risque, et on l'a vécu aussi parce que c'est aussi l'expérience, le risque c'est que quelqu'un s'installe chez nous pour 24 mois, puisque 24 mois c'est la durée maximale de l'agrément par Pôle emploi, s'installe à 24 mois et repartent dans le circuit du chômage à l'issue de son parcours. Donc chaque salarié suit un parcours personnalisé, donc je vous le disais, pendant 24 mois maximum, et on organise ce parcours en fonction de l'histoire de chacun. C'est donc lié à son vécu personnel, lié à ses expériences professionnelles, à la projection qu'il fait ou pas, et on ajuste le parcours tout au long de la démarche pour arriver à réussir au bout du compte. La première phase d'intégration, par exemple, lorsqu'on intègre un nouveau salarié, on vérifie que la personne est capable de respecter des horaires, de respecter des consignes, de travailler en équipe et qu'elle a une certaine stabilité personnelle. Elle sait où elle va manger, elle sait où elle va dormir le soir. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir travailler sur son projet professionnel. On accueille aujourd'hui chez Nouvelle Attitude, comme dans toutes les entreprises d'insertion, tout type de public, et nous avons des expériences très très différentes. Donc je vais vous donner 2 exemples de personnes qui sont passées chez nous. Donc la première personne qui est Fatima. Fatima, elle était titulaire d'un bac aux Comores ainsi que d'un diplôme en commerce qui n'était pas reconnu en France, avec 2 enfants. Elle est arrivée en France, donc bien sûr sans job. Elle avait envie de s'orienter vers des métiers du service à la personne. Donc dans un premier temps, elle a fait une formation qui a été financée par l'entreprise. Et puis elle a ensuite, de cette première expérience, voulu évoluer vers plutôt un métier d'assistance de vie en famille. C'est une formation qu'elle a suivie au titre professionnel. À l'issue de cette formation, donc Fatima a intégré depuis 2 ans maintenant un poste d'auxiliaire de vie spécialisé pour handicapés. Et lorsqu'elle en témoigne, je peux vous dire que voilà, ça fait dresser le poil parce que c'est une belle histoire et qu'on voit que c'est possible. Je vous donne un deuxième exemple. Donc Fabrice avait eu plusieurs expériences d'agent de sécurité qui s'étaient soldés à chaque fois par des licenciements économiques liés à des changements de prestataires, arrêt de l'activité, donc licenciement économique. Donc c'est quelqu'un qui était las de ces différentes expériences qui finalement étaient pour lui des échecs. Il avait du mal à se repositionner vers quel emploi. Il ne savait plus comment s'y prendre. Et il pensait en plus que son âge, puisqu'il devait avoir une 50aine d'années, était un réel frein au retour à l'emploi. Donc nous l'avons formé sur des compétences de base. Il a repris confiance, il a passé un CACES, on l'a accompagné dans sa reconversion. Et aujourd'hui, il a été embauché en CDI depuis plusieurs années aussi. Il est agent de numérisation. Voilà. Donc, je pourrais vous citer plein de cas, tout type de public. On va le guider pour le mettre aussi en relation avec des entreprises qui recrutent. On va aussi lui proposer d'être immergé
dans une entreprise pour découvrir un métier pendant un certain temps. Donc on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de tester les appétences du salarié, les appétences aussi d'une entreprise à recruter le salarié. Voilà, on procède par étapes, et l'objectif, donc bien sûr, c'est de trouver une solution. Alors, je vous le disais, Pôle emploi nous propose des agréments jusqu'à 24 mois. La durée moyenne des parcours chez Nouvelle Attitude en 2019 était d'un peu plus d'1 an. Voilà, parce que l'objectif, là aussi, c'est pas de s'installer dans l'entreprise. C'est d'ailleurs une des difficultés, si on voulait parler des difficultés. Une des difficultés, c'est que le salarié n'ait pas envie de quitter l'entreprise. Et voilà. Et donc, on est là aussi, on est vraiment là pour les guider et travailler sur la solution. Donc les difficultés qu'on pourrait rencontrer, enfin si j'en ai fallait en choisir une vraiment plus marquante, parce que je vois que l'heure tourne un petit peu. On va bavarde, mais bon, c'est intéressant. C'est la passion. Quelle serait la plus grande difficulté que tu as pu rencontrer? J'ai parlé de la difficulté du salarié qui peut s'installer dans l'entreprise, voilà. Et en ce moment, c'est particulièrement vrai, puisque post-Covid, nous avons des salariés qui craignent l'extérieur. Après, difficulté dans l'entreprise, c'est qu'il faut effectivement mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Il faut aussi intégrer dans le système de production la gestion du parcours d'insertion, puisque ça veut dire que certains jours, il ne va pas travailler parce qu'il va être en formation, ou alors il va prendre 2 heures pour faire le point sur son parcours, ou bien il va rencontrer une entreprise, etc. Donc c'est une logique qui était un peu compliquée au départ, mais qui aujourd'hui est totalement intégrée dans le système de production. Voilà. Et juste dans les derniers conseils, je l'ai dit en intro, mais je le redis, je pense qu'il faut effectivement ne pas hésiter à se rapprocher des entreprises qui ont déjà cette expérience, parce que c'est un apprentissage qu'on découvre au fur et à mesure. Et donc se rapprocher des entreprises, se rapprocher aussi des fédérations, comme la Fédération des entreprises d'insertion, qui est dynamique aussi pour guider les entreprises dans ces démarches-là. Voilà. Merci beaucoup Pascal pour ce retour d'expérience. Je vous propose qu'il nous reste une vingtaine de minutes pour qu'on libère la salle à temps, qu'on passe effectivement à vos questions. Donc n'hésitez pas à continuer à en poser là en ce moment. On va regarder la première. Comment peut-on aller plus loin pour engager les entreprises à jouer un rôle clé dans l'insertion des publics fragilisés ou des minorités, notamment par des moyens comme les avantages fiscaux, exonération de charges. C'est vrai qu'on n'a pas abordé éventuellement cet aspect-là. Ça peut être intéressant de voir à quel point ça joue dans effectivement vos mesures concrètes. Effectivement, au-delà d'encouragement qui reste parfois peu suivi d'effet. Oui. Est-ce que du coup, l'une de vous deux a envie de commencer à répondre? Ça serait intéressant d'avoir votre regard croisé, puisque vous avez quand même 2 expériences très différentes. Alors, quand on est entreprise, d'abord, on ne décrète pas être entreprise d'insertion. Pour être entreprise d'insertion, cela nécessite d'être agréé par la directe. Donc, il faut présenter un projet social, expliquer quelle est la démarche de l'entreprise pour que l'entreprise soit agréée. Lorsqu'elle est agréée, on signe un contrat avec l'État, donc avec la directe chaque année, qui nous engage sur un certain nombre de postes à recruter, à accompagner, et puis un certain nombre de critères de sélection des publics en fonction de la région, et sur un taux de sortie dynamique, c'est-à-dire un taux de sortie positif. Voilà. En contrepartie, l'État verse 10 000 € environ par an pour tout salarié accompagné par l'entreprise d'insertion. Et ce taux de sortie, il est calculé comment? Il est imposé par l'État? Ou ça fait partie du projet en fait? C'est un échange, oui, c'est ça. C'est un échange avec l'État. C'est pas un taux qui est forcément figé, mais qui va dépendre de la région, qui va dépendre de l'époque, de l'environnement, etc. Donc on peut avoir un taux de 5-10%, c'est possible? C'est pas forcément. Alors c'est plus que ça. Limite, oui, c'est beaucoup il y a une limite plus quand même. Il y a un minimum. C'est aux alentours de 60-70%. Voilà. On est quand même sur une démarche assez structurée. Exactement, voilà. Merci.
Et Cathy. Du coup, sur ces aspects-là, je dirais que les solutions sont un peu dans la question. Et sans faire une réponse de Normande, je reprendrais et le fait d'outiller et le fait de réglementer. Je pense qu'outiller, c'est plutôt la part qu'on a prise de notre côté, donc d'aider l'entreprise en lui facilitant le travail, lui proposer des services, de lui donner des exemples, comme on l'a dit, de ce qui a marché, donc vraiment rendre plus accessible le sujet, peut-être le dédramatiser aussi, et puis voir ce qui a marché pour d'autres. Et réglementer parce que quoi qu'il en soit, ça aide quand même. On voit sur le sujet des aidants, par exemple, que le fait d'avoir travaillé à un niveau législatif sur des congés pour les aidants en entreprise, à un moment, forcément, ça installe davantage le sujet. Tout passe pas par la réglementation, mais ça peut malgré tout être une aide à l'action ou un accélérateur, ou pour les entreprises les moins matures sur le sujet, leur permettre d'intégrer directement la problématique. Donc oui, après on n'a pas parlé des politiques achats, mais ça fait aussi partie d'une manière certes indirecte, mais aussi de contribuer en tant qu'entreprise à inclure davantage les différentes formes de fragilité et à jouer sur ce sujet de l'inclusion. On sait que, alors c'est encore le cas aujourd'hui, ce sera moins après, mais pour ce qui concerne le handicap, le recours aussi à de la prestation via des entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap est intégré dans le calcul du taux d'emploi. On a la même chose sur les entreprises d'insertion, qui est un élément qu'on met en avant dans le cadre de la politique RSE. Donc la politique achat peut être aussi intéressante comme une autre forme de mobilisation si on n'est pas capable ou qu'on n'a pas les moyens de le faire en direct. Merci pour vos réponses. On va essayer de traiter, je regarde le temps, peut-être 2 autres questions. Comment, alors prenons la prochaine, comment concrètement mener les entretiens et éviter la discrimination au cours du recrutement, tout en favorisant les personnes fragiles? C'est vrai que c'est une très excellente question. Il faut pouvoir identifier ces personnes et leur donner des points en plus par rapport au strict profil pro. Alors effectivement, au niveau du recrutement, comment est-ce que vous auriez un témoignage? Alors forcément, la situation de Pascal est différente parce que du coup, tu recrutes directement des personnes, effectivement, parce qu'il y a une obligation de taux de sortie. Mais quand même, tu en as parlé un tout petit peu sur certains critères que vous appliquez à Nouvelle Attitude. Et ce serait intéressant de voir également, peut-être au niveau de la formation des managers, peut-être du côté de Malakoff Humanis, comment on favorise justement la prise en compte ou justement le fait que la fragilité ne soit pas un obstacle, on va dire, lors du processus de recrutement. Qui a envie de commencer? Allez. Alors, je crois pas on se soit posé cette question de la discrimination, parce que j'ai l'impression que ça fait pas partie du paysage aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on est vraiment on recrute vraiment des personnes qui vont être capables de réussir leur parcours, quoi. Je crois que c'est surtout ça qui est important. Après, voilà, je crois que c'est ça, parce qu'il y a énormément de personnes qui peuvent frapper à la porte, mais encore une fois, on ne vient pas chez nous pour rester 24 mois au chaud et repartir dans le circuit du chômage. Mais donc voilà, moi je pense que aujourd'hui chez nous, c'est le principal critère de sélection. Il n'y a pas d'autres critères. Vous avez des critères extrêmement concrets Ouais. qui favorisent effectivement les capacités de réussite du parcours d'insertion. Et c'est ça qui est déterminant lors du processus de recrutement. Exactement. Ok. Merci. Et du côté de Malakoff Humanis, alors? Oui, là encore aujourd'hui, on est acteurs du sujet. Je pense qu'on n'a pas toutes les clés non plus. Donc j'avais justement un échange là avant cette table ronde avec la responsable QVT qui me rappelait que les sujets justement de diversité et de discrimination faisaient partie de sa feuille de route.
parce que bon, quand on a traité un certain nombre d'autres sujets, comme on l'a fait sur le handicap depuis des années, au fur et à mesure, on intègre de nouveaux enjeux, et ça en fait partie. La conviction, c'est que la formation des managers et des recruteurs est évidemment clé. On insisterait aussi, comme on le fait aujourd'hui, alors j'imagine que derrière on a vraiment les sujets de discrimination, mais je peux prendre l'exemple pour établir un parallèle de ce qu'on essaie de faire sur le sujet des aidants, pour que ça ne soit pas un facteur discriminant, soit à l'évolution professionnelle, soit à l'embauche. Parce que parfois, finalement, avoir une césure dans son parcours, quand on montre un CV et qu'on a 2 ans d'arrêt, on nous demande pourquoi et on cherche le problème. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de proposer des ateliers de sensibilisation et des outils un peu ludiques, même pour les managers, pour leur démontrer qu'il y a de la richesse dans le fait, à un moment, d'avoir un arrêt dans son parcours professionnel ou d'avoir une fragilité quelle qu'elle soit. Et que c'est peut-être autour de ça que l'entretien doit tourner, et pas autour d'une vision négative d'une fragilité ou d'une césure dans un parcours qui poserait question. C'est pas facile, hein, parce que le réflexe initial est de questionner plutôt le problème, mais on essaie de ne pas en faire un problème, et plutôt une ressource. Donc de démontrer, de déconstruire là encore les préjugés. Voilà. Il y a plutôt encore un boulevard sur le sujet. Je pense que d'autres auraient d'autres réponses à apporter. On a peut-être rapidement le temps d'en traiter une troisième, je vous propose. Alors, donc c'est a priori une question plutôt pour toi, Pascal. Comment évaluez-vous la réussite de l'inclusion dans votre structure? Quel objectif ou quel peut-être indicateur ou justement taux de sortie vous fixez-vous? Voilà. Alors, donc aujourd'hui, nous avons 6 sites et on a un objectif de taux de sortie sur chaque site qui est fixé donc à chaque fois avec chaque direct local. L'objectif est d'environ 60%, je le disais tout à l'heure. Et en 2019, globalement, au niveau de l'entreprise, nous avions 8 personnes sur 10, donc un peu plus entre 75 et 80% de taux de sortie positive. Voilà. Alors, je dirais que alors c'est un pourcentage. Donc un pourcentage, ça dépend du nombre de personnes qu'on a dans le site. Quand on démarre une structure, quand on démarre sur une nouvelle région, forcément, on démarre avec des taux très faibles. Et, Qui sont de quel ordre, par exemple? Ça peut être 0, puisque la première année, quand on a 1 ou 2 salariés, voilà, ça peut, voilà. Donc, mais l'objectif, enfin moi je considère que oui, on s'est positionné tout de suite dans des taux très forts, parce que ce que je dis à mes équipes, c'est que quand on a une personne en face de nous, on vise 100% de réussite, forcément. Donc voilà, donc après on travaille aussi, on mesure d'autres indicateurs, on mesure par exemple le taux de présentéisme, on mesure parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas les règles de l'entreprise au départ. On mesure le nombre d'heures de formation aussi, puisque c'est aussi un critère déjà mesuré par la directe, mais qui pour nous aussi permet de faire monter en compétence nos équipes et de faciliter leur retour à l'emploi. Merci beaucoup, Pascal. Je vous propose malheureusement d'arrêter là pour les questions. On ne va pas pouvoir traiter des autres. Ça peut être un tout petit peu frustrant, mais j'en suis désolé, on est un peu pris par le temps. Maintenant, c'est à mon tour de vous poser à vous dans la salle en fait 2 questions. L'idée, c'est aussi cette masterclass, on vous l'a dit, c'est d'être dans le concret, dans le pratique, et justement, c'est de vous inciter, de vous poser des questions de type passage à l'action. Donc je vous pose une première question et je vous invite à partager en fait justement sur Klaxoon vos réponses pour que vous puissiez tous en fait bénéficier des réponses des uns et des autres. La première question que je vous pose, c'est qu'avez-vous appris ou qu'avez-vous désappris lors de cette masterclass? Je vous laisse 2-3 minutes pour réfléchir et inscrire votre réponse si vous le souhaitez sur Klaxoon, et on va voir les réponses arriver.
Ah oui, vous pouvez toujours aussi après voter, il y a toujours des petits cœurs, vous pouvez liker les réponses qui vous plaisent le plus. Alors, on va voir ce qui se passe. Ah, la situation des aidants, effectivement. Aller plus loin que le handicap, justement, parce que quelle est la vision un peu souvent qu'on a au départ, la première vision un peu étroite qu'on peut avoir de ce qu'est un public fragile. Là, je pense qu'on a bien traité ce sujet-là. Euh, donc une personne assez déçue, trop axée sur les entreprises d'insertion et les cas spécifiques des deux intervenants. C'est le principe en fait un peu de ces masterclass, hein, qui est un partage d'expérience basé sur deux personnes. Effectivement, l'objectif n'était pas de traiter tout le sujet de l'inclusion, mais de traiter concrètement à travers deux intervenants, deux exemples d'entreprises qui travaillent sur ces sujets-là. Est-ce qu'on a d'autres choses en dessous? Voilà. Donc, je n'ai rien appris. Je souhaiterais avoir des tips qui pouvaient aider les entreprises. Alors, c'est un peu flou. J'invite à la personne éventuellement si elle peut repréciser. Euh, Aider dans quel sens, en fait? Aider à se lancer dans ces sujets-là on ne peut pas partager le micro, c'est ça, c'est un peu fruit. C'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que j'invite plutôt à repréciser sur Klaxoon. L'accompagnement des salariés, c'est vrai qu'on y a aussi. On y pense, enfin, de la même façon, on ne pense pas forcément à ça quand on pense à la question finalement de l'inclusion, mais l'accompagnement des salariés d'entreprise peut être assez déterminant. Est-ce que je vois qu'il y a d'autres choses? Découvrir la fédération effectivement des entreprises d'insertion. C'est vrai que l'aspect collectif, en tout cas, c'était un peu le point de convergence de vos deux apprentissages, qui était de se dire qu'il ne faut pas agir seul, il faut toujours. Il y a des réseaux, il y a d'autres entreprises qui sont comme nous et on va sans doute beaucoup plus vite et beaucoup plus loin justement en travaillant avec ces autres entreprises et ces réseaux. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah bah super, merci. Voilà, et effectivement, former les managers, travailler sur sa politique achat, effectivement, en collaborant avec des structures d'insertion. Je vous propose de passer à la deuxième question que je vous pose toujours à l'assistance. La deuxième question que vous allez découvrir sur la slide, c'est, attendez, je la reprends. Que souhaiteriez-vous mettre en place dans votre entreprise après l'écoute de ces témoignages? Voilà. S'il y avait une ou deux actions concrètes que vous auriez à faire demain, ce serait quoi? Donc une première réponse sur identifier les aidants, effectivement, parce que c'est un très bon sujet, je pense qu'on en a forcément autour de nous, un salarié sur 5, et en fait, première chose, effectivement, on les connaît pas. Et souvent, ils n'en parlent même pas, en général, effectivement. Ce sont des choses dont eux-mêmes ont certaines réserves à en parler, et donc c'est totalement passé sous silence. Il y a peut-être eu une petite coupure, mais mesurer le taux de personnes sans emploi avant, il y a un petit... Est-ce que la personne veut peut-être préciser ce que c'était? Ou identifier effectivement les personnes en situation de handicap, ça rejoint un petit peu la question des aidants, puisqu'on a dit également que c'était pas forcément le handicap, il n'est pas forcément visible. Enfin, on a tendance à penser que c'est du handicap visible, alors que effectivement des questions de surdité par exemple ou autres peuvent considérer comme un handicap. Il est difficile, oui. Oui. Nous, chez Malakoff Humanis, on sait qu'on a une marge de 25% entre les personnes en situation de handicap reconnues dans notre entreprise avec la reconnaissance RQTH et celles qui sont en situation de handicap mais qui n'ont pas souhaité être reconnues travailleurs handicapés. Donc il y a vraiment une marge de travail. Alors il y a une action question qui est intéressante. Qu'est-ce qu'il est autorisé de poser en entretien comme effectivement en entretien de recrutement? Alors, je ne vais pas être compétente sur le sujet, donc je préfère le dire. c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a enfin, là j'invite la personne, parce qu'il y il y a un certain nombre de questions qui peuvent être sujettes à des discriminations qu'il est interdit de poser lors d'un recrutement, lors de notre recrutement. Notamment, ça peut paraître tout bête, mais la question du lieu. On sort un peu là, de la problématique du sujet, mais par exemple, la question du lieu, normalement, peut être un facteur de discrimination. Voilà, donc,
Donc tout ce qui touche finalement à des situations très personnelles, normalement, ne doivent pas être posées en tout cas. Éviter d'être posées lors d'un entretien de recrutement. Oui, ça, Voilà, ça, c'est un peu, j'imagine que c'est à peu près su. Après, bah, ça peut est-ce dépendre qu'il y des a des structures. Ouais, questions ouais. précises au-delà de ça, parce que ça, en effet, c'est à peu près su, mais il y en a probablement, par exemple, autour de la maladie, c'est des choses qu'on ne peut pas aborder. Quel est le type de maladie en revanche, le fait d'avoir un moment aidé un proche, ça, c'est quelque chose qui n'est pas délicat si la personne y vient. Donc, voilà, c'est une question avec pas mal de ramifications. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont... Voilà. Non. Ah si. Comment faire ressortir ah oui, comment faire ressortir. Je vois que la question sur les entretiens revient souvent, parce qu'effectivement, c'est un point un peu complexe, on va dire, du sujet. Comment faire ressortir la fragilité des candidats à l'entretien? Est-ce que déjà, est-ce que déjà, est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut faire ressortir? Est-ce que c'est déjà une question qu'il faut se poser? Tiens, je suis recruteur, est-ce que je cherche à savoir quelle est la fragilité du candidat que j'ai face à moi? Nous, la manière dont on travaille, c'est plutôt à accueillir la fragilité qui s'exprime. En revanche, à aller la chercher, ça, c'est pas la manière dont on l'aborde. Parce qu'il ressort quand même de ce sujet que c'est un sujet très personnel. Ou comme je le disais tout à l'heure, à la frontière vie pro, vie perso pour certains des éléments de fragilité. Donc c'est à la personne de l'aborder en entretien. Hein. Après, quand on parle plutôt de la vie dans l'entreprise, c'est différent. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On prépare l'entreprise à créer le dialogue autour du sujet. Mais quand on est sur l'entretien de recrutement, là, ça me semble délicat d'aller creuser à ce point, à l'initiative de la personne qui recrute, la situation de fragilité. En revanche, si elle l'aborde, là, à être capable de rebondir positivement. Et donc de ne pas fermer le sujet ou pas de classer la personne directement dans celle qu'on ne retiendra pas. Ça me semble important. Bien, merci pour cette dernière réponse et je vous propose de clore cette masterclass. On va d'abord remercier nos deux intervenantes. En tout cas, merci Cathy, merci Pascal. Et je vous remercie également tous, en tout cas dans la salle, d'avoir participé à cette masterclass et j'espère que vous avez quand même appris des choses et que vous en partez avec dynamisme et enthousiasme. Voilà. Ah oui, vous avez également, je crois que sur la fin de la slide, il y a deux choses à vous dire. On vous encourage également à devenir votre entreprise, si vous le souhaitez, vous pouvez être bêta-testeur de l'Impact Score de votre entreprise. Donc il suffit d'aller sur le site de Nous sommes demain et on recrute en tout cas des entreprises qui pourraient bêta-tester le référentiel. Voilà. Merci à vous tous.